Amis du Chronodox, bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un super-héros ailé et complètement vêtu de noir nommé Batman. Afin de ne pas se perdre au plus profond de l'histoire de ce sombre personnage, j'ai décidé de vous présenter ce travail avec l'angle d'attaque suivant: comment expliquer l'évolution du personnage de Batman au travers de l'histoire. Pour ce faire, nous allons prendre ensemble les événements importants du XXe siècle qui influencent directement le Chevalier Noir et ses actions. Sans plus attendre, rejoignez-moi dans la Batcave pour un voyage dans le temps. Pour commencer, remontons, si vous le voulez bien, en 1919, soit 20 ans avant la création de Batman. La fin de la Première Guerre mondiale mène en Amérique à une ère d'industrialisation et de consommation nommée les années folles. De nombreux émigrés écossais et irlandais arrivent en Amérique en emportant leurs connaissances en matière de distillation. L'alcool se diffuse rapidement sur tout le territoire, obligeant le Parti démocrate, au pouvoir à cette époque, à réagir. C'est une longue bataille contre la dépendance à la boisson qui s'engage pour le Parti démocrate et qui se termine le 16 janvier 1919 avec l'apparition d'une loi interdisant l'achat d'alcool sur tout le territoire, nommée la Prohibition, qui ne sera appliquée qu'un an après, jour pour jour. Les républicains croient, avec beaucoup de naïveté, que cette loi va être appliquée sans problème. La réalité sera bien plus sombre. En effet, la prohibition des années 20 ouvre la voie aux bars clandestins et au contrôle de la marchandise illégale importée du Canada ou d'Europe. Les criminels des grandes villes, jusque-là isolés, s'organisent en cartels. Les Juifs et les Italiano-Siciliens s'associent pour régner sur les quartiers des villes américaines. Des grands noms du crime, tels Al Capone ou Charles Lucky Luciano, ont construit leur réputation durant la Grande Prohibition. Des événements sanglants et des règlements de compte sont liés à cette période, comme le massacre de la Saint-Valentin le 14 février 1929. C'est de cet univers sombre que naîtra le personnage de The Batman. On oublie très vite le déterminant de la collaboration entre le scénariste Bill Finger et le dessinateur Bob Kane, qui souhaite réitérer le succès de Superman, apparu en Amérique un an auparavant. La première histoire de l'homme chauve-souris sort donc en mai 1939 sous la licence de DC Comics. On découvre que le jeune Bruce Wayne assiste au meurtre de ses parents par un criminel de bas-fond. Se jurant de venger leur mort, le jeune Bruce se perfectionne en sciences, en chimie plus particulièrement, et s'entraîne physiquement. Alors qu'il cherche une idée pour inspirer la terreur chez ses ennemis, une chauve-souris entre dans son bureau. Il décide alors de devenir l'homme chauve-souris, vêtu d'une longue cape et d'un costume noir. Comme nous le verrons très vite, l'univers de Batman a beaucoup changé en fonction des événements historiques majeurs du XXe siècle. Ainsi, Gotham City, le New York fictif où évolue le Chevalier Noir, est en constante évolution. Toutefois, beaucoup de personnages de la série de comics font référence à la période des gangs et de la Prohibition, période qui caractérise la création du Chevalier Noir. On peut notamment citer Carmine et la famille Falcone, Double Face, le Pingouin. Alors que l'univers sombre de Batman a été inspiré de la Prohibition américaine et des cartels mafieux, monde où les deux créateurs du héros ont grandi, la politique internationale change drastiquement en septembre 1939 avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en Amérique, aucun changement majeur n'est noté lors de la première année de conflit, avant le 16 septembre 1940 et la restauration du service militaire obligatoire pour les hommes. Le temps de guerre oblige. Cette année, bien que tendue sur le plan international, est riche en contenu pour les lecteurs de Batman. De nombreux criminels célèbres font leur apparition dans les comics: Catwoman, Clayface et Hugo Strange. Enfin, c'est également au printemps 1940 que sort le premier comic book exclusif sur Batman, avec l'apparition du machiavélique Joker et de l'acolyte du héros, Robin. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, l'armée est le plus gros acheteur de comics. 25% des magazines expédiés, selon l'article Les super-héros, outils de propagande. Les super-héros ont alors deux buts: rassurer la population dans les moments difficiles et les convaincre d'acheter des war bonds. Ces obligations de guerre permettent en effet à l'armée d'avoir accès à plus de liquidités
pour acheter des armes et des munitions. En bref, supporter l'effort de guerre. De nombreuses couvertures de comics sont ainsi utilisées pour faire passer des messages de propagande, en utilisant notamment les images de Batman et de Superman. En 1945, une fois la guerre finie, l'Amérique est dans une excellente situation. Sur le plan international, elle est vue en libératrice, celle qui a permis aux Alliés de gagner la guerre. De plus, la détention de l'arme atomique, qui assure la sécurité, et le nombre de pertes durant la guerre moins élevé que l'URSS, crée une vague d'euphorie chez les Américains. La publication des comics reprend, et les histoires de Batman et Superman continuent, sans les messages de propagande cette fois, puisque le duo a cartonné dans les comics en temps de guerre. Toutefois, en 1954, un livre va bouleverser l'univers des comics. L'ouvrage Seduction of the Innocent, sorti par le psychologue Frederick Wertham, parle en effet des influences perverses qu'ont les comics sur la jeunesse américaine. Selon Wertham, la violence, l'homosexualité et le meurtre y sont banalisés sur du papier de mauvaise qualité avec des couleurs qui font mal aux yeux. Oui, à cette époque, c'était un motif valable. Ce livre coïncide avec l'apparition des bureaux nationaux de censure de comics qui établirent alors un code d'éthique, le Comic Code Authority, et filtrèrent le contenu des œuvres de DC et Marvel pendant de longues années, jusqu'en 2011 tout de même. Peu après cet incident, la guerre du Vietnam se déclare. Profitant des moyens de communication disponibles, le producteur de la série d'animation Batman, sorti en janvier 1966, réalise un court-métrage de propagande qui utilise l'image du justicier sombre dans sa Batcave pour inciter les jeunes, au nom du président des États-Unis, à acheter des saving bonds, l'équivalent des war bonds présents 20 ans plus tôt. Au niveau des films, on peut affirmer que Batman a eu beaucoup de succès sur les écrans. Bien que des petites adaptations des comics soient apparues en 1943, Une soirée avec Batman et Robin, avec un espion japonais dans le rôle du grand méchant, dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, et en 1949, la première grande série, composée de 3 saisons avec un peu plus de 120 épisodes, est diffusée entre 1966 et 1968 sur la chaîne ABC. Le kitsch, très en vogue dans les années 60, y apparaît en mot d'ordre. Les couleurs sont flash, les costumes criards et les chorégraphies des combats sont ponctuées d'onomatopées dessinées. Le Chevalier Noir revient sur les écrans en 1989, sous la caméra du cinéaste Tim Burton, alors encore à ses débuts. Le film Batman, avec un budget de 40 millions de dollars, dépeint un héros sombre, vieux et torturé par ses démons. En effet, le contexte politique international de fin de guerre froide est très complexe. Selon Burton, ce Batman se fait l'écho de son temps comme un miroir. Mon but était de donner une vision extrême des choses réelles. Ce film réalise un carton au box-office et devient l'un des longs métrages emblématiques du héros chauve-souris. Burton sera également le réalisateur d'une seconde œuvre dans la ville de Gotham City, Batman le défi, ayant obtenu carte blanche de l'entreprise de diffusion cinématographique Warner. Les 2 films suivants, réalisés par Joel Schumacher, sont d'un niveau bien moindre, et Batman et Robin, sorti en juin 1997, est considéré comme l'un des pires films de super-héros de tous les temps, le pire selon les lecteurs dans l'Empire Magazine. Des allusions homosexuelles à tout va, des personnages kitsch et un usage abusif des gadgets ne fera que refléter l'incompréhension du public au moment de faire le compte des entrées vendues. Enfin, les adaptations cinématographiques continuent encore jusqu'aujourd'hui. Les dernières apparitions de Batman sur les écrans datent de mars et de août 2016. En effet, Batman v Superman est sorti ce printemps et Suicide Squad cet été. Au niveau du scénario, ces 2 œuvres ont une logique. Attention, spoil. Le décès de Superman, dans son combat contre Doomsday, crée un vide. Il n'y a plus personne pour protéger les habitants en cas de danger. C'est pour pallier à ce problème que la Suicide Squad, composée de 8 hors-la-loi, est créée. Dans ce dernier film,
on voit le Chevalier Noir lors de brèves apparitions, sauvant Harley Quinn des mains du Joker et contribuant à l'arrestation de Deadshot, un homme capable de toucher 100% de ses tirs. Pour conclure, on peut voir que le personnage de Batman a beaucoup évolué depuis sa création en 1939. En effet, avec les événements historiques de ces 80 dernières années, les Américains n'ont pas hésité à utiliser son image pour servir leur cause. Ainsi, on le voit combattre aux côtés des soldats américains les ennemis de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide et de la guerre du Vietnam, lutter contre les cerveaux de la mafia des années 20 et faire alliance avec Superman pour représenter le triomphe américain après 1945. Passons enfin à la partie des anecdotes liées à l'histoire du Chevalier Noir. Vous êtes prêts pour un dernier tour dans l'armurerie de notre justicier sombre ? Des anecdotes sur Batman, il y en a beaucoup à dire, qu'elles soient au niveau des films, comics ou acteurs. C'est pour cela que j'ai fait du tri, pour vous. Ce n'est pas plus mal comme ça. La première concerne Heath Ledger, dans le rôle du Joker pour le film The Dark Knight. Ledger, très intéressé par ce rôle, demande à Jack Nicholson de l'engager. Or, Nicholson le prévient que son rôle est l'un des plus importants du film, le Joker étant vu de tous comme un psychopathe complètement fou. Alors, pour se mettre dans la peau du personnage, Ledger s'enferme pendant un mois complet dans une chambre d'hôtel en prenant des médicaments pour ne dormir que 2 heures par nuit et refusant d'adresser la parole à quiconque. Son jeu d'acteur fut à la hauteur du succès du film, mais il mourut en 2008, l'année de sortie, d'une overdose de médicaments. Il a sans doute connu la gloire et le succès, mais a quitté notre monde à l'âge de 28 ans. L'idée de l'immersion totale n'était peut-être pas la meilleure. La deuxième concerne un fan de la série nommé Chris Ware, qui a réalisé son rêve dans le courant du mois d'avril 2013. En effet, pour 150 000 $, Ware s'est fait construire sous sa maison une authentique Batcave, remplie de plus de 2000 comics, des figurines à l'effigie des personnages, un costume grandeur nature du Chevalier Noir et un petit cinéma pour regarder en boucle les films de DC Comics. Le petit détail en plus, pour entrer dans la Batcave, il faut presser sur un bouton rouge caché dans un buste de Shakespeare afin de faire coulisser une bibliothèque. La troisième concerne l'Université de Victoria au Canada. En 2012 est lancé un nouveau sujet d'étude appelé The Science of Batman. Décrit comme un cours de premier cycle en sciences de l'exercice, en éducation physique et en santé, la science de Batman parle des capacités d'adaptation et de résistance du corps humain, avec le Chevalier Noir comme exemple parfait. Un cours qui réjouirait les plus grands fans. Pour terminer, il existe en Turquie une ville nommée Batman. Située dans le district du même nom, à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Syrie, cette petite ville productrice de pétrole n'a pas toujours connu des jours faciles. En effet, le maire de Batman a porté plainte contre Warner Bros. En leur attribuant la hausse de la criminalité et plusieurs crimes non résolus, argumentant que le Chevalier Noir exerce une mauvaise influence sur les habitants de la ville. Serait-ce un retour en force de la théorie du psychologue Frederick Wertham sur la mauvaise influence des comics sur les lecteurs ? Pour le savoir, il vous suffit d'enfiler votre costume d'homme chauve-souris et de voler jusqu'en Turquie pour le lui demander. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Ce fut un plaisir de vous présenter l'histoire de Batman depuis sa création. Ainsi se termine ma participation à la saison 2 de Chronodox. Dans le prochain épisode, vous en apprendrez plus sur Captain America.